Tu sais, je dis tout le temps à la Société Générale, ils avaient mis que des X à un moment, ils se faisaient rétamer dans les salles de marché. Rétamer. Ils parlaient en conversion dérivée, etc. Et le temps qu'ils réfléchissent, boum, 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 tout partait. Ceci est un billet de 10. Et l'élément le plus important sur ce billet de 10, c'est ce qui est au-dessus de mon index, là. C'est le numéro de série. Ça, c'est l'élément le plus important. Chez BFM TV, le gars, il a parlé il y a 2 jours de moi, il était incapable de donner mon nom, il avait honte. Parce que je défonce tellement Drahi, etc. Moi, ma parole est libre. Lui, sa parole, elle n'est pas libre. Lui, s'il dit du mal de Drahi, demain, il se fait virer. Il faut savoir qu'il n'y a pas 3 pouvoirs. C'est un mensonge des gens qui vous disent il n'y a que 3 pouvoirs. Ce sont soit des ignorants, soit des menteurs. Et il n'y a pas que le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Il y a le pouvoir médiatique qui est au-dessus de l'exécutif, mais sans problème. Regardez comment Macron a été vendu comme un paquet de lessive. Puis aussi puissant que t'es, Soleil, tu ne bougeras pas de là. Tu as été donné l'ordre de rester là et tu vas rester là. Parce que si tu bouges d'1 mètre, c'est fini. Le monde s'effondre. Faire la transition pour t'aider un peu, parce que pour bouger à l'autre sujet, je vais reposer. Idriss dit, moi, il ne voit pas d'autre chose que le Bitcoin pour attaquer le système financier. Centrales, les banques centrales. Bitcoin ou blockchain, Idriss? Je disais juste les banques centrales pour attaquer le marché. Oui, mais Bitcoin ou blockchain pour attaquer les banques centrales? Clairement, Bitcoin, on en reparlera après. Moi, je suis un maximaliste. J'ai tout un tas d'opinions très arrêtées là-dessus. Mais non, en tout cas, pour ce que disait Anis, uniquement les banques centrales. Pour les marchés financiers, je pense que si on avait une GameStop tous les 3 mois, ça ferait réfléchir beaucoup de gens, surtout si elle était suivie d'avocats très énervés ensuite, qui allaient dégommer, qui pouvaient être en position de dégommer la SEC ou Robinhood ou qui que ce soit d'autre et de faire des procès monumentaux à chaque fois qu'il y avait des collusions, voire même d'envoyer une pichenette suffisante pour que ça réengage des discussions sur l'antitrust, parce que Google est totalement protégé de l'antitrust aujourd'hui, parce qu'il y a la Chine en face et que la NSA, la CIA veulent surtout pas qu'on dégomme la poule aux œufs d'or, Google, qui contrôle autant d'informations dans le monde et qui commence à avoir des concurrents étrangers, comme Yandex, comme Baidu, mais du temps de Microsoft, dans les années 90, Google se serait pris l'affaire antitrust du siècle. Et pas que Google, Facebook aussi. Et Amazon aussi, sans doute. Donc, si on se prenait une GameStop tous les 3 mois, avec des avocats très énervés, qui soient capables d'aller mordre la SEC à la jugulaire, si elle déconne encore, et d'aller mordre Google à la jugulaire aussi, s'il continue ses collusions avec Citadel et Robinhood, là, à mon avis, on aura un contrepoids très énervé au système financier actuel, mais toujours pas aux banques centrales. Pour les banques centrales, pour l'instant, je ne vois pas de début de David. J'insiste, les banques centrales, c'est Goliath. Le début de David, j'en vois pas d'autre que Bitcoin. Je n'ai pas dit que Bitcoin était en position de faire flipper les banques centrales, mais je ne vois pas d'autre de début de David aujourd'hui pour les banques centrales que Bitcoin. Tu veux réagir ou Oui, justement, on passe à Bitcoin. Justement, à cette transition, est-ce qu'il y a une chose possible ou pas? Déjà, je vais commencer par la plus faible, c'est la réponse politique. Voilà. Moi, je me dis, c'est la réponse la plus faible, mais au moins, il faut la faire. Donc, j'écris beaucoup sur Twitter ou sur Mediapart et j'échange en cachette parce qu'ils ont honte de moi en public avec beaucoup d'économistes. Donc, ça soit sur Zoom, sur téléphone, etc. Pourquoi honte de toi? Ah, parce que tu vois, honte. Ils ne veulent pas afficher publiquement leur opinion? Non, parce que je défonce un peu. C'est de bonne guerre. Moi, je défonce les économistes parce qu'ils ne prennent pas au sérieux des gens qui ont eu la main dans le conduit. Tu vois, c'est sale. Tu vois, quelqu'un qui a créé la Ferrari, il pense connaître mieux la Ferrari que celui qui l'a conduit, tu vois. Et moi, j'étais dans la Ferrari, je l'ai conduite, la Ferrari. Eux, ils sont dans la théorie. Et ils n'ont même pas construit de la Ferrari dans son ensemble. Ils ont la Ferrari de 1933, ils sont encore dedans, tu vois, ils en parlent. Et ils connaissent un petit endroit de cette voiture-là. Moi, je ne connais pas ce qu'il y a exactement dans le moteur, etc. Mais au moins, je l'ai conduit et je sais à peu près comment réagit à chacune de mes actions. Et donc, moi, je les défonce parce qu'ils ont un peu un esprit hautain. On en reparlait tout à l'heure, tu vois. Tu es qui? C'est quoi ton titre universitaire? Mais j'ai vu, ça faisait tâche, tu vois. J'ai signé... J'étais un des premiers signataires, peut-être dans les 10 premiers, je pense, qui a été initié par Nicolas Dufresne de l'Institut Rousseau avec Alain Giraud, Isabelle Copé-Soubeyran et Alain Grosjean aussi. Et donc, j'étais un des premiers signataires et je voyais masterclass, PhD, je sais pas quoi, blablabla. Après, Anis Lajnef, entrepreneur. Tu vois, sur les 150 signataires, ça faisait un peu tâche, tu vois. Mais voilà, ça fait tâche, tu te rends compte, entrepreneur, ça fait tâche. C'est comme ça, je le voyais comme ça moi-même. Imagine les autres. Et en fait, si tu n'as pas de titre, tu n'as pas, tu sais, les étoiles comme ça, j'ai perdu mon temps pendant 15 ans dans une université à faire que de la théorie, eh ben, tu n'as pas de parole. La première chose qu'on te dit, est-ce que tu as déjà écrit un livre?
j'ai écrit 120 articles, j'ai écrit des milliers de traites populaires, va les lire. Voilà, il faut que tu aies un livre. Dès que tu as un livre, tu es quelqu'un. Et donc, c'est justement, moi, je pense qu'on doit faire l'action politique. On doit dire ce qu'on pense qui est bien et pour moi, ça passe par la souveraineté monétaire. Tu ne peux pas avoir un pays souverain s'il n'a pas sa souveraineté monétaire. La monnaie, elle concentre toute la confiance et tout le lien social des individus qui constituent une nation. Si on n'a pas la souveraineté monétaire, eh ben, on n'a pas notre souveraineté politique et sociale, tu vois. Et donc, c'est pour ça que nous dépendons des marchés et on dépend de la BCE et on est là à mendier. Tu te rends compte où on est, hein, à mendier que la BCE rachète notre dette avec de l'argent qui est à nous. Voilà, on en est là. Donc, ça, c'est le premier point, c'est politique. Et c'est pas gagné. Ouais, le deuxième, alors ça, j'y crois beaucoup plus. Moi, je dis tout le temps, une phrase qui est très connue, c'est qu'en gros, la condition d'un peuple, elle ne peut pas changer si chaque individu au sein de ce peuple ne change pas sa personne. Et en fait, ce qu'il faut arriver à faire, c'est beaucoup plus d'horizontalité, c'est-à-dire se faire confiance les uns les autres. Je pense qu'il faut repenser tous ces systèmes, et la technique peut nous aider. Moi, j'y travaille à ma plus petite échelle, de faire en sorte qu'on se fasse confiance les uns les autres. Et en fait, la monnaie, c'est quoi? C'est qu'un jour, à un moment donné, on a mis notre confiance comme des fous dans l'or, dans une monnaie centrale, avec la tête du roi ou de l'empereur. Et c'est à partir de ce moment-là qu'individuellement, on a perdu notre liberté. Et que pourquoi? Parce qu'on est comme une confiance qui a été concentrée, notre foi a été concentrée vers cette pièce et vers cette tête de l'empereur, et qu'on a arrêté de se faire confiance les uns les autres. Tu vois? Et je pense qu'il faut reconstruire cette confiance, mais dans tout. Dans les recommandations, dans les investissements, essayer de mettre en place les moyens techniques qui aident à encadrer cette confiance horizontale. Très juste. Idriss, je voudrais poser une question sur le fait que tu dises, avant d'arriver au Bitcoin, on va commencer étape par étape. Selon toi, la monnaie est une techno, déjà, presque même historiquement. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi, justement, c'est une technologie, en quoi la blockchain est son futur, et ensuite, là où tu voulais en venir, Bitcoin pourra être libérateur pour les peuples, ce qui permettra de se réapproprier la monnaie. Si on veut avoir une vision un peu spirituelle de la société, elle consiste systématiquement, ce qu'on pourrait appeler le satanisme, les trucs comme ça, les péchés, les choses mauvaises, le mal, en nous vendre ce qui est déjà à nous. Et quand Anis l'a dit, hein, on rachète notre dette avec notre propre argent. Le mal, avec un grand M, consiste le plus souvent maintenant dans le monde en général, pas juste dans les relations entre individus, à nous vendre ce qui est déjà nous. Et à nous dire, voilà, cette liberté, elle a un prix, je vais te la vendre. Non, la liberté, c'est notre état de naissance, en fait. Elle est à nous. Il n'y a personne, surtout à la garantir, la protéger. On ne peut pas nous la vendre. La liberté n'est pas à vendre, elle est à nous, à la naissance. Il a fallu un combat politique profond, mais on a fixé que les hommes naissent libres et égaux en droit et en liberté. Donc, la monnaie, c'est de la confiance cristallisée. C'est tout. La monnaie, c'est une façon de se faire confiance. Donc, c'est un contrat. Au départ, la monnaie est une forme de contrat ultra liquide. C'est un contrat qui s'échange, mais en essence, la monnaie, c'est un contrat. Que les gens puissent se faire confiance entre eux, c'est la base de la civilisation. Et les civilisations sont des entités qui tirent leur puissance de leur capacité à ce que des gens qui ne se connaissent pas puissent se faire confiance. Donc le drapeau, l'hymne national, l'uniforme, toutes ces choses-là, l'administration, font qu'on peut se faire confiance on a une confiance possible avec un plus grand nombre de gens. Une petite tribu, il n'y avait que 30 personnes qui pouvaient se faire confiance, 60 personnes qui pouvaient se faire confiance. Et une petite tribu où la confiance n'est distribuable que sur une assiette de 30 ou 60 personnes, va se faire écrabouiller par une entité dont la confiance est distribuable sur 100 millions de personnes. C'est ce qu'on voit à la révolution industrielle. Les Indiens qui sont écrabouillés, que les tribus indiennes ne pouvaient pas se faire confiance entre elles. Le temps qu'elles apprennent à se faire confiance entre elles, avec des leaders charismatiques comme Geronimo ou autres, on avait un autre machin qui s'appelle l'État fédéral américain, où là, il y avait des types en uniforme avec des sabres de cavalerie et des étoiles sur les épaulettes qui pouvaient se faire confiance entre eux et qui s'appelait l'armée américaine et qui ont pu tout écrabouiller. Donc, quand des gens veulent vous contrôler, ils font en sorte de vous empêcher de vous faire confiance. C'est aussi simple que ça. Et la monnaie, c'est la technologie par excellence de la confiance.
C'est pour ça qu'il y a cette fameuse phrase de Mayer Amschel Rothschild qui disait « Donnez-moi le contrôle de la planche à billets et j'en ai rien à foutre de qui fait les lois » parce que fondamentalement, la technologie de la confiance, c'est la monnaie. Alors, la monnaie, elle a des précurseurs. Donc, chez les Sumériens, on avait des tablettes d'argile. On avait certaines qu'on peut briser, qui contenaient des engagements. Enfin, on a donc les toutes premières transactions de bière. La bière, c'est du pain liquide. Dans les civilisations, la bière joue un rôle très important. Déjà, couper la bière avec de l'eau après fermentation, c'était la peine de mort chez les Sumériens comme chez les Égyptiens. Confiance. À truquer la bière. La bière, j'insiste, c'est du pain liquide qui est conservable beaucoup plus longtemps que le pain. La bière, intrinsèquement conservable beaucoup plus longtemps que le pain. Donc, c'est pour ça que dans les civilisations, elle joue un rôle aussi important. Et donc, voilà, tu as coupé la bière, on va te décapiter. Tu coupes la bière, on te coupe la tête. C'est la confiance, encore et toujours. Ensuite, à l'âge de bronze, on commence à voir des premiers précurseurs de monnaie. Alors, dans les cours universitaires, comme disait Anis, voilà, on perd 15 ans de sa vie. Moi, j'ai 3 doctorats, je suis bien placé pour savoir que c'est une perte de temps totale. Si mes enfants me disent un jour, je veux faire 3 doctorats comme toi, papa, je résisterai au désir de leur en coller une, mais j'ai jamais perdu autant de temps qu'en faisant des doctorats. C'est là que j'ai appris que les diplômes, c'est de l'argent, c'est de la monnaie, et que comme le dit très bien Jean Gabin dans le CAF sur BIF, en matière de monnaie, les États ont tous les droits et les particuliers aucun. Donc moi, je me suis pris l'école polytechnique qui a dévalué mon diplôme, comme ça, sans autre forme de procès. J'étais inscrit chez eux, j'avais passé la sélection chez eux, j'avais payé mes frais d'inscription chez eux et j'avais ma carte d'étudiant chez eux. Et puis Polytechnique fusionne avec Paris-Saclay et dit sur Twitter, ce qui est un mensonge éhonté, Idriss Aberkan n'a pas fait son doctorat chez nous. C'est une dévaluation monétaire. C'est genre, mais j'avais mon titre, là, j'avais ma monnaie frappée par l'école polytechnique. Maintenant, tu dis que ma monnaie elle va être frappée par Paris-Saclay. Ok, très bien. Puis tu dis que c'est moi le menteur derrière. Donc, on peut dévaluer la confiance en toutes circonstances. Mais dans le monde universitaire, c'est de ça que je citais, on dit que la monnaie a été inventée après l'âge de bronze. C'était techniquement faux. C'est ce qu'on enseigne aux étudiants, mais c'est faux. La monnaie existe déjà chez les Minoens avec les jetons palatiaux. Donc, on a chez les Minoens, dans l'actuelle Crète, le site archéologique de Knossos, on a déjà une verticalisation de la société, comme on la trouve aussi chez les Égyptiens, mais avec un début de monnaie. En fait, les temples, palais, industries, on donnait le mythe du labyrinthe dans les mythes européens, le labyrinthe avec le Minotaure, c'est les Minoens, c'est le site de Knossos. Et on a déjà un palais où la religion et la finance sont centralisées et en fait travaillent ensemble. Donc on a le pouvoir religieux, le pouvoir financier, le pouvoir exécutif du roi qui sont centralisés dans une grande entité qui est le palais, qui est aussi une usine. C'est là qu'on fabrique des pots quasiment à la chaîne. On avait un début de taylorisation chez les Minoens. C'est très impressionnant cette civilisation. Et eux commencent à frapper quelque chose qui va être un ancêtre d'une monnaie. Il n'y a pas la tête du roi encore, mais on sait que ça vient du palais. Et tout ce qu'a dit Anis, c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'on commence à offrir la confiance qu'on est capable de se faire à une entité pyramidale, qui est le palais. Et la confiance passe par le palais. Alors ça a une force, c'est que du coup, l'assiette de confiance est plus grande qu'une tribu. Quand un village se fait confiance, quand tout le monde se connaît, encore une fois, l'assiette de confiance est faible. Or, on a une loi dans les réseaux sociaux qui s'appelle la loi de Metcalfe, qui vous dit que la puissance d'un réseau social est proportionnelle au carré de son nombre d'utilisateurs. Donc, et c'est pour ça que Facebook a tout écrasé, c'est pour ça qu'il a pu racheter Instagram et WhatsApp. La puissance d'un réseau est proportionnelle au carré de son nombre d'utilisateurs. Sous certaines hypothèses, mais avec les réseaux sociaux digitaux, ça marche très bien. Or, les empires, c'était ça. Les empires, c'était, disons, 5000 personnes qui ont une grande fraternité entre elles, qui sont capables de se faire confiance. Elles peuvent vous administrer sans aucun problème 25 millions de personnes. Carré, sans aucun problème. Et c'était ce qui se passait en Inde. La couronne britannique pouvait tenir l'Inde avec 5000 fonctionnaires. 5000 fonctionnaires qui savaient se faire confiance entre eux, qui avaient un drapeau auquel ils répondaient, le même drapeau, etc. Et ces 5000 fonctionnaires soudés pouvaient sans aucun problème diriger le sous-continent indien. Et c'est là qu'ils ont apporté justement la monnaie, ils ont pu gagner cette confiance pour pouvoir le monopole sur le sel. Pas que le sel, c'était aussi une forme de monnaie, c'est de là que vient le mot salaire. C'est bien pour ça que Gandhi a tout de suite fait une marche du sel. Il a essayé de briser ce monopole-là, le monopole sur le sel, et le monopole de la confiance en général. Donc la monnaie, voilà, pour terminer, c'est de la confiance cristallisée. Et quand on empêche les gens de se faire confiance entre eux, on les domine. On peut faire ce qu'on veut avec eux.
Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, on a vu un petit peu avec Reddit, avec GameStop, qu'on commençait à avoir des gens qui se faisaient confiance entre eux, parce que c'était ça, hein, GameStop sur Reddit, c'était finalement des gens qui ne se connaissaient pas, mais qui se mettaient d'accord pour se faire confiance entre eux directement. Ceci est un billet de 10. Et l'élément le plus important sur ce billet de 10, c'est ce qui est au-dessus de mon index, là. C'est le numéro de série. Ça, c'est l'élément le plus important. Tout le reste, ça sert à le protéger. C'est-à-dire, il y a des micro-points, ce qu'on appelle un micro-point, c'est une technologie qui vient de la Deuxième Guerre mondiale, où on pouvait glisser quasiment toute une phrase, tout un document dans un point. Donc, si vous zoomez dans certains éléments du billet de banque, alors ouais, c'est de ce côté-là que ça se passe, si vous zoomez dans certains éléments ici, vous allez voir en fait des micro-points. Bon. Vous avez aussi, bien sûr, l'hologramme. Donc là, vous voyez, ça brille, tac, tac, c'est ce qu'on utilise aussi sur les passeports. Et vous avez, bien sûr, le filigrane. Là, vous le voyez, là, il y a le portrait d'une dame. Il y a le polymère du papier. Quand je l'agite, il y a un certain bruit, c'est un polymère. Alors, ça, c'est fait que pour protéger le numéro de série. Parce que, techniquement, n'importe quel connard peut écrire un numéro sur un bout de papier. Donc, pour éviter de falsifier le numéro de série, il y a tout ça. La blockchain, c'est une autre approche philosophiquement complètement différente, où on n'essaie pas de protéger le numéro de série avec des hologrammes et des protections physiques, mais on se dit, on va prendre un numéro de série et on va lui mettre son CV. La blockchain, c'est uniquement le CV d'un billet de banque. C'est tout. Et par CV, j'entends toutes les personnes pour qui il a travaillé, tous les propriétaires qu'il a eu pour simplifier. Si vous avez un numéro de série avec accolé la liste infalsifiable de ses propriétaires, et en fait, elle est infalsifiable par le fait que si tous les billets ont la liste de leurs propriétaires, on ne peut plus falsifier ça. Eh bien, là, vous avez un Bitcoin. Vous avez un numéro de série avec la liste de tous les portefeuilles qui l'ont détenu. Et ça, c'est une nouvelle approche de la monnaie qui fait qu'il y a plein de gens, même des gens que je respecte énormément, comme Nassim Nicolas Taleb, ou comme Olivier Delamarche, qui sont très sceptiques, ou comme Charles Gave, qui sont très sceptiques. C'est normal, hein. C'est normal que ce soit des gens aussi intelligents qu'Olivier Delamarche, Charles Gave et Taleb qui soient sceptiques, parce que ces gens-là ont en commun le fait d'être lindy, c'est-à-dire de n'investir que dans les choses qui ont supporté le passage du temps. C'est une position qui est très proche de Warren Buffett. Warren Buffett, c'est ce que je vais dire. Buffett, tu peux mettre Buffett, Bill Gates. Bill Gates, moins quand même, parce que Bill Gates a maintenant, oui, dans ses holdings, mais Microsoft, c'était pas lindy du tout. Toute la fortune de Bill Gates s'est faite sur des choses qui n'étaient pas lindy. Mais, sur le côté sceptique. Oui, voilà. L'effet lindy, vraiment, les chantres absolus, c'est Buffett, c'est Taleb. Et en France, c'est Charles Gave et Olivier Delamarche. Et ces gens-là, bien sûr, ils ont très, très, très souvent raison. Et surtout, leur stratégie consiste à ne pas perdre d'argent. Ce qui est le plus important, les fameuses 2 lois de Buffett, comme vous le savez. Première loi, ne perdez pas d'argent. Deuxième loi, n'oubliez pas la première loi. Et bon, le Bitcoin est un disrupteur. Donc, il n'est pas encore lindy. On ne sait pas s'il va survivre. On ne sait pas si demain, une révolution dans les ordinateurs quantiques ne peut pas le faire sauter, par exemple. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que autant je ne vais pas miser mon argent sur le fait que demain, un type va inventer un transmuteur qui transforme le plomb en or, et qui du coup dévaluerait tous les lingots d'or, même si pour dévaluer l'or, il suffirait de faire de l'astéroïde mining. Vous savez que dans l'espace, il y a plein d'or, il y a de l'or, il y a des diamants dans l'espace. Si jamais demain, les coûts de lancement spatiaux étaient considérablement réduits, on pourrait ramener des tonnes et des tonnes d'or sur Terre, si on voulait, sans parler des diamants, etc. Bon. Mais le Bitcoin n'est pas lindy, donc. Et c'est la seule chose, en fait, c'est la seule objection qu'on peut avoir sur le Bitcoin. C'est la seule. Parce que pour tout le reste, le Bitcoin est fondamentalement prometteur comme technologie disruptive. Et c'est, encore une fois, pour moi, la seule technologie qui pourrait balayer les banques centrales. Parce que ce billet, donc, il a la signature de cette pardonnez-moi, brosse à chiottes de Mario Draghi. C'est signé, là, en dessous, tranquillement. Bon, voilà, le fait qu'il faille la signature de Mario Draghi pour se faire confiance, comment on a pu en arriver là? C'est-à-dire, comment on a pu en arriver à ce que j'ai besoin de la signature d'un mec aussi peu recommandable que Mario Draghi pour faire confiance à quelqu'un d'autre? Le Bitcoin n'a pas besoin de ça. Alors, je vais laisser la parole, je vais laisser Anis répondre là-dessus, mais je voudrais après te demander, donc monnaie, blockchain, le lien, ok. Ensuite, blockchain, Bitcoin, par contre, il faut que tu la transition. Un numéro de série avec une blockchain, hein. C'est tout, c'est un numéro de série avec un CV dessus.
Le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie parmi tant d'autres dans les blockchains. Maximaliste, je vais vous dire que c'est la seule. C'est la seule. C'était là. Pour expliquer tout à l'heure pourquoi je défends ces positions qui sont certes assez extrêmes, mais qui font partie d'une nuance qui s'appelle le Bitcoin maximalisme. Voilà, mais attends, avant ça, Idriss, je laisse la parole à Anis sur monnaie blockchain et après on revient à blockchain Bitcoin. Anis. Déjà, il y a une question là, j'aimerais bien y répondre, c'est pourquoi on fait confiance à Mario Draghi, tu vois? Et, déjà, intrinsèquement, avant même de parler de monnaie, un jour, j'écoutais Radio Notre-Dame à Paris, c'était il y a longtemps, dans les embouteillages. Il y avait un prêtre qui parlait et il disait intrinsèquement, chacun, quand il naît, il a quelque chose à l'intérieur de lui, de son être, qui est fait pour croire, pour avoir la foi. Tu vois? Et ce petit endroit doit être constamment nourri. Comme une cheminée, il faut lui foutre du bois tout le temps, tout le temps. Parce que quand tu lui mets pas du bois, il devient fou. Il a besoin de croire. Alors, à l'époque, quand j'écoutais ça, c'était les pins qui étaient à la mode, etc. Et ouais, il y en a, ils vont faire des collections de pins. 800 pins, il va te ramener, il va t'en parler pendant des heures, il va te ramener son bouquin de pins, de timbres, de vieux billets, de ce que tu veux. Donc, il va nourrir sa foi. Il a dit, il y en a un, il va croire en Johnny Hallyday. Il y en a un qui va croire en sa femme, en ses enfants. Donc, cette foi doit être constamment nourrie. Bon, moi, j'ai mon idée. Je pense que cette foi, elle doit être dirigée vers quelque chose, ok? Et c'est personnel. Mais il y en a, ils disent, non, ça peut être dirigé vers n'importe quoi. Moi, quand je suis venu à Londres, il y a un mec qui m'a cassé la tête, un trader, pendant des heures. Mais comment tu fais quoi le dimanche si tu ne vas pas supporter Arsenal ou Chelsea? Mais comment tu peux ne pas supporter une équipe? Il me dit, moi, mon dimanche, ma vie, ma semaine ne vaut plus rien si je n'ai pas dans la tête toute la semaine qui va jouer, comment, etc. et que je vais aller au stade. Donc, moi, j'adore le foot, mais j'y vais pour regarder 22 joueurs qui courent sur un terrain, sans plus. Tu vois, je ne vais pas avoir cet amour, cette foi dans l'équipe qui est… C'était sa messe du dimanche, quoi. Voilà, exactement. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est important, parce qu'on va parler de monnaie. Je pense que beaucoup de gens, en fait, c'était compris par des gens très smart. Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès ou pas, c'est ce que je dis tout le temps. Je pense que c'est juste l'ingéniosité humaine, c'est l'interaction de milliards d'hommes et de milliards d'interactions, on va dire. Et qu'à la fin, ce qu'ils ont fait, c'est que cette confiance, ils l'ont dirigée petit à petit vers l'or. Une fois que tu avais concentré cette confiance dans l'or, ça, c'est plutôt, on va dire, dans le monde occidental. Par exemple, si tu prends chez les catholiques jusqu'à très longtemps et chez les musulmans, c'est plutôt la confiance, ils l'ont concentrée dans un livre. Tu comprends? Et une fois que tu maîtrises le livre, tu maîtrises la confiance. Par exemple, qu'est-ce qui a fait du mal au catholicisme? C'est l'invention de l'imprimerie. Tu vois? Parce qu'en fait, si tu contrôles le livre, tu contrôles la confiance des gens politiquement. Tu vois? C'est pour ça que quand on parle de religion, tu vois, que ce soit le catholicisme, l'Église ou l'islam, etc., et justement parce qu'il y a eu une déviation de cette confiance pour la nourrir et l'utiliser politiquement, tu vois, pour contrôler les gens. Ça n'a rien à voir avec Dieu, tu vois. Tu comprends? Donc, c'est très lié, en fait. Et il y en a, ça va être plutôt, on va dire, dans le monde de l'Empire germanique, donc tout ce qui est un peu protestant, il va avoir une confiance qui va être dirigée vers l'argent. Donc, tout ce qui est Angleterre, Genève, etc. Donc, Calvin, par exemple, qui est français, il va se réfugier à Genève, il va se retrouver à Londres. Donc, tu vois, le puritanisme et le protestantisme vont être très, très forts dans tout ce qui est banking. D'ailleurs, la plus grande banque de tous les temps, ce n'est pas Goldman Sachs, c'est JP Morgan pour l'instant. Et tu regardes même les grandes places financières, la plus grande, c'est Londres. Après, il y a New York, il y a Genève, tu vois, ce sont des énormes places. Francfort, tu vois. Paris et Tokyo et Hong Kong sortent du lot, mais les plus grosses, c'est celles que je viens de citer. Et donc, justement, il y en a qui vont concentrer leur confiance dans l'or. Et toute l'ingéniosité des banquiers, ça va être de diriger cette confiance qui est dans l'or, petit à petit qui se retrouve dans le billet, et petit à petit qui va se retrouver dans la monnaie scripturale et complètement digitalisée que nous avons de nos jours. Tu comprends? Donc, il y a un transfert de confiance qui passe petit à petit. Et à la fin, c'est pour ça qu'on a confiance en Draghi. Parce que la monnaie, elle est double. À la fois, elle est le réceptacle de notre confiance et en même temps, elle est l'outil
de notre asservissement. Quand on parle de monnaie, il y a une chose, j'aimerais bien que, il faut que j'écrive là-dessus, j'ai essayé, mais là, il faut que je mette les choses au clair, parce que je voyais ça quand j'étais dans le banking, on avait des modèles, et en fait, les modèles n'étaient pas dans le même référentiel. En gros, tu as un mec, il tourne dans un manège, et toi, tu es dehors, et vous parlez, vous ne pouvez pas vous entendre. Parce que lui, il parle d'une chose, tu vois, quand il est dans le manège, il voit que le cheval ne tourne pas. Il est avec lui, il est immobile. Et le mec qui est dehors, il le voit tourner. Et il s'embrouille pendant des heures. Et je leur ai dit à la fin, ça ne sert à rien de s'embrouiller. Chacun est dans deux différentiels différents. Pour la petite histoire, c'est le modèle Black-Scholes ou le modèle dynamique. Et moi, en banque, j'en avais marre des discussions. Alors, à la fin, ce que j'ai fait, c'est que j'interdisais aux gens de mélanger ce qu'on appelle les grecs entre ces deux modèles. Avec la monnaie, je me rends compte qu'il y a deux embrouilles. Parce que la monnaie est en même temps libératrice de la dette, ok ? Et en même temps, la monnaie peut être une dette. Alors, je vais m'expliquer. C'est ce que je t'explique et c'est ce que j'explique tout le temps avec le -1, +1 ou le 0,1. On prend le bitcoin ou l'or. Quand les gens vont miner avec leur pelle dans la rivière et trouver de l'or ou dans des mines, ils vont chercher de l'or, ils ont payé leur dette à la société. Quand des gens vont acheter des serveurs en Chine pour les mettre quelque part et les faire tourner pour miner du bitcoin, ils ont payé leur dette à la communauté Bitcoin. C'est-à-dire que quand ils vont recevoir l'or ou les bitcoins, en fait, c'est les leurs. Ils ne doivent rien à personne. Ils ont travaillé. Tu vois, l'autre, il a fourni l'énergie et proof of work pour miner du bitcoin. L'autre, il a travaillé avec sa pelle, sa sueur, et pour extraire de l'or. C'est à eux, ils ne doivent rien. À partir de maintenant, quand ils vont acheter avec quelque chose, c'est un transfert d'énergie, un transfert de travail, un transfert de confiance. En fait, ils vont se libérer de leurs dettes. Donne-moi tes bananes, je te donne un tout petit peu de mon argent, mais je ne te dois plus rien parce que moi, j'ai déjà fourni mon travail. Donc, c'est ce que j'appelle ça les monnaies 0,1. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Et tu ne dois rien à personne une fois que tu l'as. Par contre, maintenant, je vais te parler d'une monnaie que j'appelle la monnaie miroir, la monnaie dette, la monnaie humaine. C'est quoi? C'est -1, +1. C'est la monnaie actuelle. C'est-à-dire que toi, tu n'as rien foutu. Tu vas voir ton banquier, tu dis je vais acheter cette télé. OK. Et il te donne 100 € ou 200 € ou 300 €, je ne sais pas combien vaut la télé, pour aller acheter la télé. Tu n'as encore rien foutu comme travail. Et en fait, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, tu vas acheter cette télé, mais tu me dois 300 € et tu me rendras 330 €. OK? Tu vas la payer sur 3 ou 4 ans. Tu me payes mes 300 € et mes 30-40 € d'intérêt. Et donc, le gars va cravacher après. C'est-à-dire que l'énergie, elle est fournie après. Donc, ce qu'a fait la monnaie dette, c'est qu'elle a complètement inversé le cycle économique. C'est-à-dire que la dette vient avant la consommation. La dette vient avant l'effort, vient avant le travail. Tu comprends? Donc, maintenant, quand on parle de grabeur, etc., ah oui, il a prouvé que le troc n'existait pas, etc. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec cette théorie. C'est qu'il y a deux façons. Soit on a une coïncidence des désirs et des productions, ce qui est quasiment impossible. C'est autant jeter une boule dans une piscine où il n'y a que des boules bleues, tu tires au hasard et tu as la noire, parce que c'est impossible qu'on ait en même temps la même envie sur les mêmes choses et que notre production est la même. Donc le troc, tu vois, c'est compliqué et d'ailleurs, ça ne marche pas très bien. Donc ce qui se passait, c'est que les gens, soit il y avait un produit qui sortait du lot, du sel, du blé, des dattes, de l'or, de l'argent, et donc c'est celui-là qui servait comme transfert de valeur parce qu'il arrivait à se conserver dans le temps, ou soit très simplement, et c'est là qu'on a inventé les maths, la comptabilité, etc., c'est on va d'une certaine façon matérialiser la dette que tu as envers moi. Et ça peut être des coquillages, et ça peut être les euros de Draghi. De nos jours, c'est les euros de Draghi, quoi, la garde maintenant. OK? Donc c'est pour ça qu'on fasse la différence entre la monnaie miroir, -1 +1, la monnaie dette, la monnaie humaine, parce qu'à la fin, elle repose que sur l'homme, sur ce qui va cravacher et encore plus pour payer les intérêts du banquier, et la monnaie libre de dette, qui est comme l'or, comme le bitcoin, c'est dire, moi, j'ai déjà fourni ma part de travail, d'énergie à la société, je suis libre d'utiliser cet argent. Il y a quelque chose que j'aime bien, c'est le bitcoin, c'est ce côté libre. Par contre, moi, je reste quelqu'un qui, en fait, à la fin, je m'en fous de l'argent, ce que je veux, c'est qu'on ait des rapports sociaux entre nous. Je suis pour une monnaie souveraine, c'est-à-dire que qu'elle soit blockchainée, il n'y a pas de problème, qu'elle soit crypto, il n'y a aucun souci, mais qu'elle soit sous l'égide d'un commun. Et je ne dis pas que c'est quelqu'un centralisé qui va acheter et vendre. Ben non, on va définir
la création monétaire annuelle et à qui va revenir cette création monétaire? Est-ce qu'on la partage uniformément? Est-ce qu'on la laisse aux mineurs? Ou est-ce qu'on oblige les gens on utilise leur carte mémoire, que ce soit sur leur ordi ou sur leur téléphone, comme la DAC-chain le fait, etc., pour valider les transactions? Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, la monnaie doit être centralisée, mais sans qu'il y ait quelqu'un qui ait le monopole sur le protocole. Le protocole, c'est ce que je racontais, c'est comme Koh-Lanta, quand il garde le feu, on doit tous garder le feu ensemble sur le protocole. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être changé, sauf si il y a un vote où tous les Français peuvent voter pour dire « Ah, bah, cette année, on veut passer de 2,6% de création monétaire à 3,5%. » Juste pour cette année. Et on vote tous, soit électroniquement ou soit on se déplace. Toi, concrètement, à Nice, ouais. on a compris que tu avais un souci avec la privatisation de la monnaie. Est-ce que, selon toi, par rapport aux différentes problématiques qu'on a soulevées en première partie, tu sais, avec cette finance prédatrice, ainsi de suite, ok, est-ce que, selon toi, la technologie de la blockchain, on y viendra sur quelle crypto éventuellement par la suite, peut être une solution aux problèmes cités précédemment et de permettre donc de redonner cette monnaie au peuple ou pas? Bien sûr, mais pourquoi s'arrêter à la monnaie? Surtout sur l'état civil, sur le foncier. C'est une technologie, je ne comprends même pas, comme en temps de guerre, des commandos qui travaillent que sur ça. Pour moi, là, alors peut-être que je suis idyllique, etc., et je me fais des rêves, mais si un jour je peux parler à l'oreille de l'équivalent d'un Macron, mais qu'est-ce que tu fous? Mais tu as une armée de gens surintelligents en France. Au lieu qu'ils aillent acheter et vendre des dérivés à Londres, mais prends-les. Au lieu que l'autre, là, Alain Giraud, aille aux États-Unis, parce qu'enfin, on lui donne sa chance, alors que ce pays, il est incapable de lui donner sa chance. Grand économiste français. Mais oui, mais qu'est-ce qui se passe avec tous ces gens intelligents? Mais créer des groupes, des commandos, des cellules. Vraiment, hein, tous les matins, ils y vont avec leur truc rouge, à la Rambo, et ils vont. Voilà, on vous donne, vous, des mecs super intelligents, des mecs qui avaient fait des grandes études. Toi, tu as créé ta boîte, tu es parti de nulle part, tu n'avais même pas d'études et tu as réussi. Ben, on veut un mec comme toi aussi, tu vas nous ramener quelque chose. Tu sais, je dis tout le temps à la Société Générale, ils avaient mis que des X à un moment, ils se faisaient rétamer dans les salles de marché. Rétamer. Parce qu'ils parlaient en conversion de dérivés, etc. Et le temps qu'ils réfléchissent, boum, 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 tout partait. Et tu vois, ce qu'ils ont fait, ils ont fait des binômes. C'est-à-dire qu'ils ont pris des mecs un peu genre DUT, prof de gym. Moi, mon boss, il était prof de gym. T'es sérieux? Ouais. Ben, mon grand boss à l'ASG, je ne peux pas dire son nom, mais il était prof de gym. C'est le mec le plus intelligent que j'ai rencontré quasiment dans ma vie. Tu vois? Et il comprenait rien mathématiquement. Il avait tous les aspects de façon intuitive et physique. Parce qu'à force d'être dans le marché et qu'on lui explique, etc., mais c'était un mec surintelligent. Et en fait, ils l'ont mis avec un polytechnicien. Et donc, quand ils mettaient un mec qu'ils appellent en France low profile, tu vois, éducatif, etc., avec un mec qui avait fait l'X ou Mine Paris, en fait, quand tu mélangeais les deux, ça faisait une équipe complémentaire. Tu vois, il y en a un, il a la vista, le bon sens, etc. Et l'autre, c'est il te trouve tous les nombres premiers jusqu'au… Voilà, hop. Et en fait, les deux mélangés, ça faisait un super… Ben, pourquoi on ne fait pas ça en France? Des équipes de commando. Pourquoi l'état civil, on est encore à l'âge de Mathusalem? Pourquoi sur la monnaie, on ne réfléchit pas sur une monnaie française, une crypto française? Juste, on la travaille ensemble et qu'au cas où un jour l'euro pète, ce que je pense va arriver, au moins on ait quelque chose de rechange. Au moins on peut plus proposer en tant que moteur à la BCE, à l'Europe, quelque chose de moteur. Moi, je ne crois pas à l'Europe, hein, mais au moins tu le fais pour toi-même, au cas où. Pour moi, ça doit être le chantier des 10 prochaines années. On doit faire que ça. L'état civil doit être blockchainé, le foncier doit être blockchainé, tout doit être blockchainé. Les dettes doivent être blockchainées. Quiconque a une dette, on doit… Pourquoi les banques auraient le monopole des interdits bancaires et de je sais pas? Ça doit être blockchainé, tout ça. En fait, il faut que la finance soit décentralisée. Il faut qu'il y ait de la dette, de l'aide à la décision décentralisée. Qu'on libère un peu toute cette énergie et qu'il y ait des fintechs qui arrivent et tous ces jeunes qui sont pleins d'énergie, qui viennent avec leurs idées et qui essayent de décentraliser tout ça. Ben, le mouvement a déjà commencé avec des filles, mais qu'on l'organise. J'ai appelé dans mes travaux, bon, ça va faire pompeux, mais tu sais, les philosophes, en particulier de tradition occidentale, aiment bien se concentrer sur le concept. Les philosophes académiques aiment bien parler de concepts, ils ont un peu oublié que la sagesse était la chose la plus importante, donc ils aiment bien faire péter des concepts. Et pour essayer de traduire ces choses-là dans leur langue, pour qu'ils s'y intéressent, j'ai appelé ça un simorgue lincolnien. Et
va expliquer très simplement ce que c'est. Le simorgue, c'est un oiseau mythique dans le folklore perse, qui est un oiseau qui est constitué de 30 oiseaux, en fait. Simorgue, dans le Parlement des oiseaux de Hattar, c'est 30 oiseaux qui vont chercher leur roi, et au cours d'un parcours initiatique à travers plusieurs vallées, ils se rendent compte que c'est à eux 30 qu'ils forment leur roi. C'est un très beau modèle de l'humanité, de la démocratie, etc. C'est qu'à eux 30, en fait, ils sont leur roi. Tu sais qu'en Occident, on a le concept de l'État avec le Léviathan de Hobbes, qu'en fait, l'État, il est constitué d'individus, et il y a une tête, c'est le roi, et ce Léviathan, il est là pour te protéger des autres Léviathans, des autres États. Mais du coup, si jamais il se frite avec un autre État, bah, il va perdre un peu de peau. Mais un peu de peau, c'est des centaines de milliers de personnes qui meurent. Et l'idée que des personnes réunies puissent former l'État à elles 30, 40, 30 millions, 40 millions, c'est ça le simorgue. Le simorgue, c'est des humains réunis, forment le pouvoir. Ils n'ont pas besoin de nommer quelqu'un, ils sont le pouvoir. Tu n'as plus besoin de récupérer le pouvoir si tu es le pouvoir. Hein, Shakespeare, il a dit être ou ne pas être. Il n'a pas fait dire à Hamlet avoir ou ne pas avoir. En politique, on est coincé dans l'idée que c'est avoir ou ne pas avoir le pouvoir, telle est la question. Et on ne se pose même pas la question de être ou ne pas être le pouvoir. Si le peuple arrivait à être le pouvoir, il n'aurait plus besoin de représentants. Parce que l'être est supérieur à l'avoir. On ne peut pas avoir sans être. Hein. C'est aussi simple que ça. On peut être sans avoir. Ça, c'est certain. On ne peut pas avoir sans être. L'être est supérieur à l'avoir. Si le peuple arrive à être le pouvoir, la question de l'avoir ne se posera plus. Donc ça, c'est le concept de simorgue. L'oiseau qui est composé de 30 oiseaux. Le super oiseau qui est composé de 30 oiseaux. Et lincolnien, bah, c'est Abraham Lincoln, dont je considère qu'il est un très grand philosophe. Je ne suis pas le seul d'ailleurs à le penser. Il a été réduit au fait que c'était... réduit, c'est le plus grand politicien de tous les temps, Abraham Lincoln, juste. Hein. Mais on ne l'a pas vu comme philosophe alors qu'il l'était. Pour moi, Lincoln est supérieur à Marx. Vraiment. Ça, c'est un statement. Tu dis ça dans une université française, tu te fais botter le cul direct. Mais Lincoln, parce que c'était quelqu'un de pratique, justement, comme disait Anis, hein, les économistes complètement théoriques, qui n'ont jamais mis les mains dans le cambouis, qui ne savent absolument pas comment fonctionne l'économie, comme le dit Olivier Delamarche aussi, c'est tous ces gars qui commencent par « on sait que ». Et puis, Lincoln, lui, il a vraiment exercé le pouvoir, et puis il l'a très bien exercé, pour le coup. Il a exercé un pouvoir considérable qu'il a très bien exercé. Alors que tous les marxistes, à chaque fois qu'ils ont exercé le pouvoir, malheureusement, ça a été une atrocité sans nom, comme en Algérie, comme en URSS, ou hélas, comme à Cuba. Mais Lincoln, dans son discours de Gettysburg, qui est un peu son chef-d'œuvre d'éloquence, dit « le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». Et c'est ça un simorgue lincolnien. C'est en fait un peuple qui se constitue grâce au blockchain tous les pouvoirs. Les 5 pouvoirs, parce qu'il n'y en a pas 3, il faut savoir qu'il n'y a pas 3 pouvoirs. C'est un mensonge des gens qui vous disent il n'y a que 3 pouvoirs. Ce sont soit des ignorants, soit des menteurs. Et il n'y a pas que le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Il y a le pouvoir médiatique qui est au-dessus de l'exécutif, mais sans problème. Regardez comment Macron a été vendu comme un paquet de lessive. Regardez comment on a pu faire que les Français, les classes moyennes françaises votent Macron uniquement avec une campagne marketing orchestrée par les 5 plus gros conglomérats de presse qui existent en France, dont le groupe Lagardère aujourd'hui se voit l'ascenseur renvoyé par Macron précisément parce qu'il a aidé à son élection in the first place et qu'il aidera à son élection la deuxième fois. Donc le pouvoir médiatique, dont on ne vous parlera pas en cours d'éducation civique, est supérieur à l'exécutif, sans aucun problème. Et au-dessus du pouvoir médiatique, vous avez le pouvoir monétaire, qui le contrôle de façon assez pleine et entière, comme vous le voyez. Vous verrez très rarement un grand conglomérat médiatique. Si Drahi est surendetté, vous imaginez bien qu'il ne va pas aller attaquer la BCE. Enfin, je veux dire, c'est tout le groupe Drahi, encore une fois, l'Express, Libération, BFM et RMC, est surendetté. Drahi est en faillite. Mais bon, tant que les banques lui prêtent, il n'est pas en faillite. Donc il ne va pas attaquer les banques. Il faut arrêter les conneries. Ce n'est pas le groupe Drahi qui va vous dire que Mario Draghi fait des conneries ou que la Banque Centrale Européenne fait des conneries. Ce n'est pas non plus le groupe LVMH qui va vous dire ça. C'est avec l'argent de la BCE qu'il a pu racheter Tiffany. Bon, c'est pas possible. Donc, fondamentalement, le pouvoir monétaire est supérieur au pouvoir médiatique, qui est supérieur au pouvoir exécutif. Et après, en France, on sait que le législatif et le judiciaire, enfin, c'est des pouvoirs de rigolade à côté du pouvoir exécutif. La Ve République, et remaniée dernièrement, donne tout pouvoir à l'exécutif. Le législatif sert quasiment plus à rien, et le judiciaire, l'exécutif peut lui mettre des tartes dans la gueule quand il veut. À commencer par le garde des Sceaux, qui a une puissance aujourd'hui sur le pouvoir judiciaire qui est inacceptable.
Donc, le pouvoir monétaire étant le supérieur, si le peuple se forme en moyens de production, et on n'a plus besoin d'avoir les catégories marxistes du « il faut nationaliser, socialiser les moyens de production ». Sur une question d'avoir, il faut exproprier les moyens de production. Non. Regarde Google ou Airbnb. Comment ils sont riches, ces gens-là? Par la confiance. Airbnb est riche parce qu'il permet aux gens de se faire confiance entre eux pour louer des appartes. Sans Airbnb, bah on a un truc qui s'appelle Craigslist, qui marchait assez bien, mais qui était bourré d'arnaques. Bourré d'arnaques. Et la valeur d'Airbnb par rapport, par exemple, au Bon Coin, la valeur de eBay par rapport au Bon Coin, c'est que la confiance est supérieure sur eBay, plus la taille du réseau, comme on a vu avec la loi de Metcalfe. Taille du réseau plus confiance. Un grand réseau dont la confiance est pure a un pouvoir suprême. C'est aussi pour ça que tout un tas de sociétés fraternelles, comme la franc-maçonnerie et autres, peuvent avoir un pouvoir aussi grand, alors que initialement elles n'étaient pas fondées pour cela. Mais la raison pour laquelle elles peuvent obtenir un pouvoir aussi grand, c'est une bonne taille de réseau et une fraternité chimiquement pure. C'est-à-dire, tu sais, c'est comme l'or. Tu as l'or 14 carats, l'or 18 carats, l'or 24 carats. Bah, une fraternité à 24 carats vaut beaucoup plus cher que 2 fraternités à 12 carats. C'est-à-dire que 1000 personnes qui se font parfaitement confiance, zéro arnaque et zéro entourloupe, valent beaucoup plus, mais vraiment beaucoup plus, que 2000 personnes qui se font moyennement confiance. Ça, on l'a vu d'ailleurs dans les guerres, dans les reprises de pouvoir de dynastie. Les prises de pouvoir, les coups d'État, les coups de palais, etc. La fraternité est un instrument de pouvoir. Empêcher les gens de fraterniser, c'est une façon de les contrôler. Donc, si vous êtes une fraternité qui peut se faire confiance d'une façon impeccable, et c'est ce qu'on a vu avec Google, GameStop, etc., on a une fraternité bien sentie, je veux dire, elle n'est pas d'ordre spirituel, même si parfois elle peut le prétendre, mais c'est une fraternité d'intérêt. Et cette fraternité entre Citadel, Citrus, et puis Google, et puis la SEC, on a senti à quel point elle était pure. Dès qu'il y avait un problème, immédiatement, en 48 heures, tout était réglé. La SEC disait, oui, nous allons lancer une enquête, mais sur Reddit, hein, sur ce groupe-là, et puis évidemment, nous allons interdire d'acheter du GameStop et d'acheter de l'AMC. Bon. Donc, cette fraternité chimiquement pure, elle encourage les minorités pour contrôler des majorités. Là, on voit que c'est là qu'il faut aller si vous voulez changer le système. Très bien. Anis, tu voulais réagir par rapport à ça ou on demande à Idriss de développer? L'erreur qu'on fait beaucoup, et je l'ai faite quand j'ai commencé, en fait, je devais faire moi un business un peu dans les cryptos quand je suis sorti. Okay, mais lié à la… En fait, je voulais juste tokeniser le fonds, en fait. Et donc, je me suis intéressé à la monnaie. Et je suis resté… C'est-à-dire, tu peux expliquer? C'est pas très important, mais en gros, j'ai commencé à m'intéresser à la monnaie, à Bitcoin, au crypto, à Ethereum, etc. À miner, en gros ou… Non, c'est juste parce qu'au lieu que… En fait, si tu veux créer un fonds, en fait, au lieu que tu peux le tokeniser, les parts du fonds, et comme ça, tu t'en fous, les gens, ils se l'échangent ou ils se l'échangent pas, etc. Et toi, il y a juste un rendement qui est lié au token. Mais on s'en fout, c'était pas très important parce que c'était au tout début. Et très rapidement, en fait, j'ai commencé à étudier la monnaie et je suis resté bloqué dedans, jusqu'à maintenant. Et l'erreur que je commençais à faire petit à petit, c'est justement de partir du monde actuel, qui est très complexe. On a créé un énorme géant au pied d'argile. Le système financier est un énorme géant au pied d'argile. Okay, et petit à petit, en fait, en déconstruisant le puzzle et essayant de le remettre ensemble, l'autre erreur que je commençais à faire, c'est de voir la dette, l'intérêt, etc., l'usure. C'est une autre erreur. Parce que j'étais resté bloqué dedans assez longtemps. Et en fait, une fois que je suis remonté une étape au-dessus, j'ai été libéré. Et c'est quoi l'étape au-dessus? En fait, il y a 2 branches. Il en a parlé tout à l'heure, Idriss. La première, lui, il dit ça, la liberté. C'est fondamental. L'être humain n'existe que parce qu'il est libre. Tu vois? Le soleil, aussi puissant qu'il est, moi, un jour, je regardais les étoiles et tout ça en vacances là, cet été. J'ai même écrit un texte là-dessus. Puis, aussi puissant que tu es, soleil, tu ne bougeras pas de là. Tu as été donné l'ordre de rester là et tu vas rester là. Parce que si tu bouges d'1 mètre, c'est fini. Le monde s'effondre. On est dans un équilibre qui est de telle façon qu'il y a un pouvoir universel qui est adressé aux planètes pour qu'elles soient en équilibre. Nous, on est libre. Tu vois, là, si j'ai envie d'arrêter cette discussion, j'arrête et je sors et tu vois, je suis libre. Je suis libre contrairement au soleil, tu vois. Et c'est propre de l'homme, c'est cette liberté-là. Tu vois, on est libre. Mais alors,
Idriss le voyait sous la forme de la liberté. Moi, je le voyais sous la forme du temps. C'est que notre liberté, elle nous a été donnée pour un temps donné. C'est un don universel venant d'on ne sait où, de quelqu'un ou de quelque chose qui nous l'a donné. Et on a un don qui est entre l'instant où je vais naître et l'instant où je vais partir. OK? Et ce don-là, qui a été donné, personne ne peut en faire commerce. C'est mon temps à moi. J'en suis libre. Et qu'est-ce que, en fait, le business de la finance, le business de la dette, le business de l'usure, c'est justement le commerce du temps. Et qui en parle énormément, c'est les scolastiques. Tu vois, si tu restes enfermé dans ton monde financier, tu ne peux pas le comprendre. Si tu restes enfermé dans ton monde culturel, tu ne peux pas le comprendre. Dans ton monde religieux, tu ne peux pas le comprendre. Tu es obligé de t'ouvrir. Et c'est cette ouverture d'esprit qui s'est passée en allant chez les Grecs, et c'est en allant vers saint Thomas d'Aquin, etc. C'est allant vers ces gens-là que tu comprends que, en fait, eux, comment ils ont vu le business de la finance, le business de l'usure, le business de la dette, ils l'ont vu comme le commerce du temps. Et en gros, on peut pas, personne n'a le droit de commercer avec ton temps. Tu comprends? Et donc ça, c'est la première branche qui m'a fait comprendre, en fait, que si les banquiers sont forts, c'est que nous aussi, on est impatients. Et en fait, on peut dire le business du temps, et banquier, tu diras non, c'est le business de l'impatience. C'est le business du désir. Tu vois, si le mec n'est pas capable de contrôler ses désirs, s'il n'est pas capable de fournir le travail avant de consommer, tu me permets d'en profiter. Et j'ai envie de lui dire, mais non, je ne te permets pas d'en profiter. Mais il m'a dit, dans ce cas-là, tu es contre la liberté. C'est des énormes discussions que j'ai eues avec des gens. J'en ai eu une ce week-end, énorme comme ça. Il me dit, en fait, toi, tu es communiste. Tu veux pas que… Non, je dis, je veux justement mettre un cadre où tout le monde… Je protège cette liberté-là. Lui dit non, tu ne protèges pas la liberté. Si tu ne me laisses pas aller vendre avec usure de la dette à quelqu'un sur une monnaie qui n'existe même pas d'ailleurs, hein, j'ai juste le droit de la créer, eh ben, tu es contre ma liberté. Lui n'est pas obligé d'accepter. Mais en fait, ce n'est pas vrai. On est fermé. Qui peut s'acheter une maison sans crédit de nos jours? Très peu de personnes. Qui est capable de se loger? On est pris au piège de ce système de dette. Et la deuxième voie, et là, je reviens exactement à ce qu'a dit Idriss. J'ai été bloqué par une phrase qui était vraiment bloquée. Je suis resté peut-être, tu vois, il y en a, ils lisent des bouquins, 10 bouquins par semaine. Moi, j'étais bloqué sur une phrase pendant 5 mois. D'ailleurs, je suis toujours bloqué dessus. Elle parle de… Alors, comment le traduire? On va dire, elle parle de confiance et d'engagement. OK? Et en gros, c'est quoi une société idéale? C'est une société où les gens, quand ils s'engagent, ils tiennent leurs engagements. Quand ils donnent la parole donnée, eh ben, ils la tiennent. Si on prend Drahi, il le dit lui-même. Il dit, moi, quand j'ai emprunté 100 000 francs, je ne dormais pas. Quand j'ai emprunté 1 million de francs, c'est mon banquier qui ne dormait pas. En fait, lui, il se dit à un moment, bah, moi, j'ai compris le système. C'est vraiment un problème d'aléa moral. Je vais emprunter des milliards et des milliards. Si ça marche, je suis milliardaire. Et si ça ne marche pas, c'est le problème de la banque. Et si la banque fait faillite, comme le Crédit Lyonnais à l'époque ou quoi que ce soit, ou Dexia, eh ben, c'est le problème de l'État. Et si c'est l'État, c'est les gens. Eh ben, c'est dilué, je m'en fous. Donc, tu vois, il y a un problème de parole et d'engagement dans des comportements comme celui-là, où on se dit, bah, moi, si on me laisse m'endetter comme ça, bah, pourquoi j'en profiterai pas? Et l'autre problème, c'est l'histoire de la confiance. C'est qu'on ne se fait pas confiance les uns les autres et qu'on n'a pas été vigilant. Et c'est ça le problème. C'est la deuxième branche que j'ai bien compris, c'est que, en fait, il n'y a ni des gens qui ont de la parole et d'engagement, ni des gens qui sont confiance. Et c'est sur ça que les dominants nous dominent, en fait. Quand Idriss parle de Montesquieu ou John Locke sur la séparation des pouvoirs, il faut complètement revisiter ça. Mais c'est une urgence. C'est demain qu'il faut le faire. Il ne faut pas attendre 10 ans. Il y a un cinquième pouvoir, un quatrième et un cinquième pouvoir. Ce sont les médias qui concentrent quoi, les médias? La parole. OK? C'est la parole. Tu sais, quand je te dis la parole, hop, c'est la parole. Et qu'est-ce que concentrent les autres? Le cinquième pouvoir, qui est la monnaie, le pouvoir monétaire, qui est le plus fort. Hein. On dit le cinquième, mais moi, je l'appellerai le premier, tu vois. Il concentre la confiance. Tu vois? Et donc, moi, quand je suis resté bloqué sur ce truc-là, sur cette petite phrase-là, sur la monnaie, sur la confiance et l'engagement, en fait, c'est ça. On ne se fait pas confiance. Tu vois, on n'a pas cette intelligence collective de se dire, mais les gars, et si on mettait les instruments
qui nous permettent justement d'avoir de la parole et de l'engagement. Et qu'est-ce que fait Google? C'est un détournement de la parole. Qu'est-ce que fait les groupes médiatiques? C'est un détournement de la parole. Comme le dit Idriss, l'information est biaisée. Chez BFM TV, le gars, il a parlé il y a 2 jours de moi, il était incapable de donner mon nom, il avait honte. Parce que je défonce tellement Drahi, etc. Moi, ma parole est libre. Lui, sa parole, elle n'est pas libre. Lui, s'il dit du mal de Drahi, demain, il se fait virer. Le gars, imagine, il a un crédit, il a acheté dans le 16e, il paye des 8 000 € de crédit. Et demain, il ne va pas dire du mal ni des milliardaires, ni des banquiers, ni de la Banque centrale qui font vivre Drahi, qui le payent. Tu comprends? Et donc, c'est ce détournement de la parole qui existe par les médias et le détournement de la confiance qui existe par les banques. Et qu'est-ce que font aussi les banques? C'est pour faire la boucle et boucler, la banque n'est que le commerce du temps, qui est le commerce de nos vies, qui est le commerce humain, qui est le commerce de notre liberté.